Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir M. Mamadou Bakary Sangaré Blaise, candidat du parti CDS Mogotigi à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Sangaré. Bonsoir monsieur. Monsieur Sangaré, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle? Quelles sont vos motivations? C'est d'abord une vocation, c'est aussi un engagement. Et mon cursus peut le témoigner parce que déjà depuis assez jeune, je me suis occupé de beaucoup de mouvements de jeunes où j'étais responsable, non seulement au niveau scolaire, mais au niveau local, au niveau des quartiers. Et ensuite, je crois que déjà j'avais cet instinct grégaire. Au départ, je ne me sentais à l'aise qu'avec un groupe, que quand je pouvais manager un groupe, donner des idées, donner des orientations. Je suis administrateur civil de formation ENARC, donc j'ai déjà préparé au commandement civil. Et je me suis dit que tout cela pourrait avoir un aboutissement un jour. L'aboutissement serait d'engranger un certain nombre d'expériences et de savoirs pour les mettre au service de l'État à un certain niveau d'âge. Parce qu'à ce niveau-là, on ne peut avoir que des ambitions pour son pays, mais plus pour soi-même. Je suis à la 3e tentative et je crois que maintenant j'ai assez d'expérience pour savoir ce que je veux pour mon pays. Monsieur Sangaré, quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique? La priorité des priorités aujourd'hui au Mali, c'est recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, c'est restaurer la paix et la sécurité. C'est ensuite rétablir les grands équilibres macroéconomiques. C'est ensuite donner une orientation générale pour ce qui concerne la jeunesse. C'est aussi la gestion des ressources de l'État. C'est aussi s'occuper de la santé, s'occuper de la promotion culturelle. Moi, je dirais plutôt qu'on doit aller vers une refondation de l'économie de notre pays. N'oublions pas que nous faisons partie d'un ensemble UMOA composé de 16 pays et qui a plus de 200 millions d'habitants et que ces pays aussi sont en train de se préparer pour cette expansion économique, pour ce développement économique. Aussi, si nous ne voulons pas devenir simplement un marché d'absorption de la main-d'œuvre de nos concitoyens, je vais dire comme ça, entre guillemets, africains, ou de nos concitoyens sous-régionaux, autant qu'on soit préparé pour que ce soit plutôt un partenariat. Aujourd'hui, nous devons pouvoir faire une refondation de cette économie-là pour non seulement faire de la production chez nous, surtout fondée sur la transformation de nos produits pour créer la valeur ajoutée. Les gens oublient que tous les produits que nous avons aujourd'hui n'auront de valeur que si ces produits sont de chez nous, extraits de chez nous, mais surtout transformés chez nous à 2-3 étapes. C'est là où on crée la valeur ajoutée. Et c'est là aussi qu'on doit utiliser la main-d'œuvre. Je vous donne un exemple. L'extraction des minières, ça produit quoi? À part ceux qui font de la fouille, tout le personnel technique est du personnel étranger. Allez chercher quelles sont les compétences, allez chercher quelle est leur formation. Mais comprenez surtout que ce sont d'autres qui viennent créer non seulement de la richesse chez nous, mais qui aussi créent des emplois pour leurs ressortissants. Donc, moi, je dis qu'il faut d'abord savoir sur quoi nous pouvons nous appuyer pour partir et voir quelle est l'intégration qu'on peut faire, l'harmonisation qu'on peut faire entre emploi. Et là, je ne dis pas emploi au hasard. Les gens pensent simplement recrutement, fonction publique, etc. Ce n'est pas ça. Il faut pouvoir créer, avec le développement économique, on crée des emplois à beaucoup de niveaux. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'entre l'accueil d'une mangue et la consommation en France, vous avez à peu près 12 métiers. Mais il s'agit d'apprendre ces métiers-là. Il s'agit de faire en sorte que la mangue qui est produite chez nous, quand elle est présentée à Paris, que ce ne soit consommé qu'à Paris, que le reste de la valeur reste chez nous. Donc je dis que déjà à ce niveau-là, la préoccupation fondamentale, parce qu'il est vrai que la politique dirige le pays, mais c'est l'économie qui oriente aussi la politique. Si nous n'avons pas cette orientation, si nous n'avons pas cette pulsion économique pour donner un sens à notre vision politique, je crois que nous serons à côté de la plaque. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Depuis bientôt 20 ans, nous avons les mêmes textes fondamentaux. Quelque part, ils sont frappés de sclérose. Bon, ils sont désuets. Il faut faire en sorte que les textes collent à la réalité. Je ne dirais pas de tous les jours, parce que là, on va devoir exagérer, mais à la réalité, mandat par mandat, qu'on fasse une approche globale. Je prends l'exemple que je connais à peu près, spécialement, c'est l'exemple de la décentralisation. La décentralisation,
a des axes, mais des axes dont les fondements n'étaient pas vraiment bien établis chez nous. La décentralisation a procédé d'une volonté politique manifeste malienne, mais il fallait savoir que certains axes ne pouvaient pas du tout être établis. Cela suppose qu'il ne s'agit pas d'aller découper, mais cela suppose des compétences, cela suppose des ressources propres, cela suppose aussi qu'on exerce la tutelle de l'État seulement. Mais nous avons compris que nous sommes dans un pays unitaire qui a des habitudes de gestion administrative concentrées et qui déjà est déconcentré au niveau régional, au niveau local jusqu'au niveau des arrondissements, mais que pour avoir cette gestion décentralisée là, il fallait d'abord voir si chacune de ces communes pouvait créer ses propres ressources et s'autogérer avec les compétences locales. Maintenant, vous voyez qu'il faut pouvoir adapter la décentralisation en établissant plutôt un contrat-plan entre les communes et l'État. C'est que nous avons aujourd'hui des manuels de procédure qui ne rassurent pas. Pourquoi? Si on parle de changement, mais si simplement on pouvait faire en sorte que les textes soient tellement clairs que l'obtention d'une carte d'identité au Mali, dès que vous faites la demande à 8 h que vous l'ayez à midi, vous allez voir que beaucoup de choses seront simplifiées. Je parle de ça pour simplement dire qu'on est malien, mais pour beaucoup d'autres choses, la simplification des procédures nécessite une relecture de ces textes-là. Ensuite, je prends quelque chose qui est très important pour la promotion économique. Vous avez beaucoup de textes qui gèrent les investissements dans ce pays-là. Mais il faut faire un manuel simplifié, reconnu d'abord par nos partenaires de l'UMOA, et ensuite accepté par les partenaires étrangers. Je suis fondamentalement politique. Les associations, les partis politiques sont des partis politiques. Nous avons contracté un engagement moral avec le peuple malien. Au-delà de nous, nos partis doivent répondre de nos comportements. Donc moi, je me dis qu'en tant que fondamental, comme ça, là, avec, si vous voulez, une vision orthodoxe de la politique, j'aurais une exigence. L'exigence serait qu'on ne soit pas à un certain niveau de représentation de l'État sans avoir cet engagement avec le peuple. Parce que c'est là où il y a la rupture. Les gens se disent qu'ils viennent, bon, ils peuvent passer comme ils sont venus. Alors que ça doit pouvoir les suivre. Ça doit pouvoir suivre leur formation politique. Exemple type, je voudrais peut-être relire le code électoral ou même remonter à la Constitution pour demander qu'on instaure la suppléance. C'est-à-dire que vous allez d'abord trouver un engagement en tant que maire, vous trouvez un engagement en tant que député, vous établissez votre légitimité. En ce moment-là, je crois que vous serez légitime pour gérer d'autres affaires au nom du peuple malien. En ce moment, le peuple aura aussi sa sanction dans ses mains, vous démettre ou vous remettre. Je pense que tout ça, ce sont des choses qui doivent nous faire réfléchir et qui sont, si vous voulez, dans le panel d'action que je me propose de mettre en œuvre, pas brutalement, mais intelligemment, au fur et à mesure que les nécessités se feront sentir pour que les corrections soient ressenties comme un vrai changement pour le peuple malien. Parce que c'est pour ce peuple qu'on travaille. Et on doit se dire que toute décision politique qu'on prend doit répondre aux aspirations d'au moins 51% du peuple malien. Là, on aura géré démocratiquement. M. Sangaré, votre mot de la fin. Nous sommes un pays de croyants. Il faut avoir foi en Dieu. Loin de loin. Et que mon pays ira loin et très loin. Que mon pays sera concurrentiel. Que mon pays sera respectable et respecté. Comme dans les temps anciens. Je me souviens que le Mali, déjà aux premières années de son indépendance, a payé les cotisations de certains États africains. Je me souviens, en tant que jeune pionnier, qu'on a été les premiers à recevoir beaucoup de chefs d'État ici, qu'on a été solidaire à beaucoup d'États pour les guerres d'indépendance, non seulement de façon, disons, personnelle, mais aussi de façon matérielle. Je me dis que le Mali, notre aspiration, et je me dis qu'aujourd'hui, il faut être convaincu d'une réflexion, c'est que moi je dis que l'avenir de ce Mali-là, c'est les jeunes, c'est l'école, et que plutôt que de dire brutalement et c'est l'avenir de nos enfants, je dirais plutôt au nom de la CDS que nous devons préparer nos enfants plutôt pour l'avenir. Merci, M. Sangaré.